À l'ère de la transition énergétique, mesdames et messieurs, la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable de l'Université de Kinshasa s'est fait parler d'elle. Nous sommes là, comme on dit, à la colline inspirée, l'UNIKIN, pour assister à cette conférence qui commencera dans quelques minutes. Et cette conférence est organisée par l'association de cadres scientifiques de la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable. Nous sommes dans cette salle Bunker A4 pour assister à cette conférence pour le thème principal vers une gouvernance durable et sécurisée de l'énergie en RDC, défis et synergies entre énergie fossile et renouvelable. Plusieurs intervenants sont attendus. On peut également citer la présence du professeur doyen Dona Kampata qui va aussi intervenir, le DG des Excalibur et d'autres intervenants. Je vous laisse donc suivre les différentes interventions, l'ambiance. On pourra peut-être se retrouver pour placer un mot et pourquoi pas clôturer cet instant. Étudiants, il m'honore aujourd'hui de prendre la parole sur un sujet qui touche à la fois notre souveraineté nationale et à notre avenir collectif, l'énergie. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est bénie par la nature, et tout le monde le sait. Nous possédons d'importantes réserves en pétrole et gaz, mais aussi un potentiel exceptionnel en énergie renouvelable. Je cite l'hydroélectricité, le solaire, le biomasse et la géothermie, sans oublier certains minéraux critiques que nous considérons comme énergétiques. Je parle du cobalt, de l'uranium. Pourtant, il y a un paradoxe douloureux. Moins d'un Congolais sur 5 a un accès à l'énergie. Ces contrastes révèlent un grand défi, donc qui est de transformer cette richesse en une sécurité énergétique durable. Mais les défis sont multiples, vous le savez. L'insuffisance d'infrastructures productives, la faiblesse de la gouvernance et des cadres réglementaires, la dépendance technologique et financière. À ces défis, il faut y ajouter la pression géopolitique, car l'énergie, nous le savons, n'a jamais été neutre. Elle est au cœur des enjeux géopolitiques pour le moment. La réponse, c'est une gouvernance énergétique responsable. Ici, il ne s'agit pas d'opposer les énergies fossiles aux énergies renouvelables. Bien au contraire, les gaz naturels peuvent servir de transition énergétique en raison des dépendances des bois énergie comme nous le vivons tous les jours, et en soutenant plutôt l'intégration solaire à l'hydroélectricité. Ou bien tout simplement les revenus venant des énergies fossiles peuvent financer les infrastructures vertes. Notre faculté pétrole, gaz, énergie renouvelable s'engage pleinement. Nous formons les ingénieurs et les cadres qui porteront cette transition. Nous produisons les données et la recherche nécessaire à une planification réaliste. Et nous appelons à des partenariats forts entre l'État congolais
l'université, le secteur privé et la société civile. Mesdames et messieurs, étudiantes et étudiants, la RDC est dans un tournant historique, vous devez le reconnaître. Nous avons les ressources, nous avons la jeunesse que vous êtes, nous avons la vision, mais une seule gouvernance responsable, durable, sécurisée, permettra de transformer ce potentiel en un véritable moteur et de développement et de la souveraineté énergétique. C'est ensemble, vous êtes tous, nous sommes tous ensemble, État, université, société civile et secteur privé, que nous pourrions rebâtir une RDC énergétique forte, résiliente et prospère. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, on reçoit le premier intervenant qui va nous parler sur la synergie innovante entre énergie connectée, l'approche de Goshak Énergie pour une gouvernance énergétique. Mesdames et messieurs, Christian Iyungu Nyabushuba, sous vos acclamations, s'il vous plaît, dans la salle. Dans les écoles et dans les entreprises. Et parmi ces projets, on peut citer la centrale solaire de 2 MW qu'on a installée à Doba. Doba, pour ceux qui connaissent, dans la province de Haut-Touélé. Donc dans ces coins-là, on a installé une centrale solaire de 2 MW qui a pour objectif de pouvoir connecter les abonnés, le foyer notamment, et créer de la valeur, pouvoir accorder ceux qui veulent développer de business derrière. Donc c'est un exemple qui montre que des solutions locales existent déjà, mais elles ont besoin d'un cadre de gouvernance solide pour se multiplier. On peut voir les photos, donc on voit plus ou moins l'aperçu par rapport à cette belle centrale qui a été installée à Doba, une centrale de 2 MW et 4 MWh de stockage au lithium. Voilà. Donc, là, on peut voir les batteries. De l'autre côté, on peut voir les armoires. Voilà. Alors, la RDC est l'un des pays au monde avec le plus grand potentiel énergétique, dont l'hydroélectricité, les solaires, le gaz, le pétrole, biomasse. Mais pourtant, seulement 19% de la population a un accès à l'électricité, comme le doyen l'a dit d'ailleurs. Et beaucoup demandent encore du bois énergie, avec toutes les conséquences que cela entraîne à l'environnement. Et le défi majeur aujourd'hui n'est pas seulement technique, c'est une question de gouvernance. Comment transformer ces potentiels en véritable moteur de développement. Alors, on va essayer de regarder de plus près. On sait qu'on sait le défi majeur. On en a énuméré quelques-uns. Les institutions encore qui sont en consolidation, avec un besoin de transparence. Il y a un effort énorme à conjuguer dans ce sens-là. Il y a aussi des inégalités persistantes entre les zones urbaines et les zones rurales. Il y a aussi des problèmes des réseaux électriques vétustes et une sécurité énergétique très fragile. On peut évoluer vers un défi de financement insuffisant et surtout mal structuré. Et enfin, les pressions environnementales comme la déforestation et la pollution. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire dans le cas de la RDC? Il ne s'agit pas d'opposer les énergies fossiles et renouvelables, pas du tout. Comme le doyen l'a dit, on n'est pas là en train de prouver ce qui est mieux, ce qui n'est pas mieux, mais justement de prouver la complémentarité de ces deux sources d'énergie. Notamment le fossile, qui provient essentiellement du gaz, pétrole, et on sait reconnaître sa stabilité dans le long terme.
en parlant des énergies renouvelables, essentiellement les solaires par exemple, nous savons tous que le solaire apporterait la durabilité à des coûts très très compétitifs, n'est-ce pas? Et finalement, il faudrait plutôt réfléchir maintenant dans le modèle où on intègre tout. Donc on part du diesel, le solaire et les batteries. Et dans notre cas, par exemple, le cas de la centrale de Dorba, c'est un cas concret où nous avons l'apport solaire, l'apport de batterie, donc l'énergie qui est produite sera stockée pour être restituée à un moment donné la nuit. Mais aussi, si jamais les batteries sont déchargées et qu'il n'y a pas d'ensoleillement, en ce moment-là, un générateur qui est alimenté par les diesels peut démarrer automatiquement pour continuer d'alimenter le foyer. Donc c'est un modèle économique très intéressant où on intègre toutes ces sources d'énergie et on arrive justement à avoir un concept qui est très intéressant. Et on pense, il faudrait, je pense, penser beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nous avons des ressources gaz à l'est du pays, au Kivu par exemple, et ce serait intéressant justement de penser à une synergie entre le gaz par exemple et le solaire. Comme ça, on évite que de penser générateur, on peut aussi justement aller vers des solutions avec le gaz. Parlons de coûts finalement. S'il faut parler des coûts, à l'échelle mondiale, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et on peut constater par exemple que s'il faut comparer les prix du solaire par rapport aux énergies fossiles, le solaire PV est plus ou moins 41% moins cher. Après s'ensuit le solaire thermodynamique qui est encore un peu plus cher par rapport au fossile, on en parle de 71%. Et finalement, il y a le turbine, l'énergie éolienne sur la mer, qui est encore plus cher. Là, on parle de 17%. Et par contre, l'éolienne sur terre est très très intéressante. Et là, on parle de moins cher, de moins de 52% par rapport au fossile. Bon, là encore, l'objectif n'est pas d'opposer des sources d'énergie, mais justement de présenter les chiffres pour essayer de comprendre les enjeux. Voilà. Ils ont évolué. Alors, par rapport à l'énergie, aux énergies renouvelables, par exemple, on va tous constater que nous en avons en abondance parce que partout il y a le soleil. La RDC est vraiment bien située, de sorte que nous avons sur 365 jours suffisamment de radiation. Et ce qui est très important, c'est un atout très capital par rapport à notre situation géographique. Et justement, il y a une possibilité de pouvoir faire des installations décentralisées avec les solaires. Si par exemple il y a un besoin dans le Kasaï, pas forcé d'avoir une production nécessairement à Inga, mais tu peux déployer ton installation au Kasaï pour pouvoir produire l'électricité et distribuer. Mais aussi le solaire, il faut avouer que le solaire, il a une possibilité d'être déployé très très rapidement. Hein, si on fait une comparaison avec les centrales d'hydro, qui prennent beaucoup trop de temps d'abord dans les études et puis ensuite l'exécution. Contrairement au solaire, on a une possibilité de réaliser des projets très rapidement, autour de 6 mois, 12 mois, on va être capable de faire de grosses centrales et raccorder des abonnés. Okay. Et il faut aussi dire que les investissements initiaux sont plus ou moins faibles par rapport à d'autres sources de production d'énergie. Aujourd'hui, on maîtrise beaucoup mieux les prix 10 kW crête en termes pour les panneaux solaires. On maîtrise beaucoup mieux le prix de kWh pour les batteries, avec toutes les technologies qui arrivent au fur et à mesure. Et aujourd'hui, beaucoup plus de gens comprennent ce que c'est le solaire, beaucoup plus de gens s'y intéressent et développent des compétences là-dessus. Ça fait que le coût devient très très intéressant. Et aussi, il faut évoluer vers la maintenance, parce que la maintenance est un facteur très important. D'ailleurs, on en parlait quand on venait ici. Je disais en blaguant que le problème des Congolais, c'est la maintenance. On peut avoir une belle infrastructure, mais par négligence de maintenance, on arrive à la dégrader quand même. Et heureusement pour le solaire, il y a des coûts très très faibles en termes de maintenance. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile à entretenir
beaucoup plus facile à garder fonctionnel et opérationnel dans le long terme. Voilà, donc pour aller très loin, dans le contexte congolais, qu'est-ce qu'il faut? Il y a, je dirais, au niveau de l'administration, il y a beaucoup trop de procédures qui aujourd'hui mériteraient, je pense, qu'on en parle, qu'on en discute, qu'on pose le problème et qu'on obtienne peut-être des garanties de la part des autorités pour essayer justement de réduire cette complexité au niveau administratif, pour avoir par exemple accès à certaines autorisations aussi facilement. Et là, on parlerait par exemple de l'ARE, de la CE et ainsi de suite. Okay. Et si on se fie aux expériences des voisins qui font, je pense, des avancées en termes des allègements de prix, de taxes sur l'importation de produits solaires, je pense que c'est des solutions qu'on devrait aussi envisager au pays pour essayer de faire en sorte que le coût de production d'électricité avec le solaire soit beaucoup plus abordable que ce que nous avons actuellement. Il y a des pays où les produits solaires ne sont pas taxés comme c'est taxé au pays. Et ça fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens peuvent acquérir des solutions solaires, peuvent acquérir des équipements solaires à des prix très compétitifs. Et du coup, ils ont de l'énergie et ils peuvent, n'est-ce pas, vivre mieux que ce que nous avons actuellement. Et donc, je pense que c'est une volonté politique forte qu'il faudrait de la part de nos autorités pour essayer justement de booster les secteurs et faciliter l'accès aux solutions solaires. Ces solutions justement qui vont permettre que le niveau de vie évolue, que les gens développent des chaînes de valeur, parce qu'aujourd'hui l'énergie c'est le moteur de tout développement. Alors, en conclusion, on peut retenir que le défi énergétique de la RDC n'est pas seulement une question technique, c'est avant tout une question de gouvernance. Fossiles et renouvelables ne doivent pas s'exclure, mais se compléter. Avec des entreprises comme GoShop Energy et un État qui joue pleinement son rôle des régulateurs, la RDC peut bâtir un mix énergétique durable et sécurisé. Et là, on va terminer avec la phrase « Gouverner l'énergie, c'est gouverner l'avenir d'un pays ». Et avant de clore mon propos, chez GoShop, nous avons des objectifs. Et cette année, par exemple, nous avons ouvert 20 postes des stagiaires dans un certain nombre de domaines. L'énergie, la gestion de projets, la communication, beaucoup plus en tout cas de l'expertise technique. Et donc, soyez à l'aise, contactez-nous, rentrez, je partagerai peut-être nos contacts pour que vous rentriez en contact avec nous afin de poser vos candidatures. On est ouvert, on veut travailler avec la jeunesse parce que nous sommes convaincus que c'est dans la jeunesse où il y a beaucoup à faire. Il faut investir dans la jeunesse, il faut investir beaucoup dans la formation de la jeunesse afin que nous puissions relever les défis de l'énergie au Congo. Je vous remercie. Au-delà de l'énergie, place aux mines et pétrole. Mesdames et messieurs, cette fois-là, nous transcendons avec le docteur, le directeur général de Excalibur, Monsieur Médard Koubanza. Lui, il va exposer sur l'importance de la géophysique aéroportée dans la recherche minière et pétrolière en République démocratique du Congo. Pétrolier que nous sommes, minier que nous sommes, je vais recevoir M. Médard Koubanza avec max d'applaudissements. Pétrole, gaz et énergie renouvelable, on va donner l'opportunité, n'est-ce pas, de partager avec vous mon expérience personnelle dans l'industrie de géophysique, en particulier la géophysique aéroportée. Ce n'est pas vraiment un cours de géophysique aujourd'hui, mais plus une expérience personnelle. Donc, je vais parler de l'applicabilité de la géophysique
je comprends ici l'importance même de la géophysique dans l'exploration des ressources naturelles, je sous-entends le pétrole, le gaz, le minerai, les eaux souterraines. Je vais passer par une introduction personnelle, une introduction de Excalibur, la société dans laquelle j'évolue, et puis je vais parler de la géophysique dans l'exploration des ressources minérales et pétrolières, et enfin du projet Excalibur en RDC, parce que nous sommes présents en RDC pour le moment, et peut-être si on a le temps, je ne pense pas, une petite vidéo sur l'idée, comment se fait l'exploration aéroportée. Bien, je m'appelle Bédard Koubanza, j'ai obtenu mon doctorat en géophysique en 2006 à l'Université de Toronto au Japon. Et puis j'ai rejoint le groupe PHP Benetton, une multinationale minérale bien sûr, dans le cadre d'exploration en Afrique du Sud. Et j'ai suivi des cours spécialisés dans les différentes techniques géophysiques appliquées dans l'exploration des ressources minérales et pétrolières bien sûr, à l'Université de Laurentienne au Canada. Puis j'ai rejoint le groupe multinational Benzo Resources comme chef géophysicien, et suivi de Benzo Minerals et bien encore comme chef géophysicien. Et enfin, j'ai pu rejoindre le groupe Excalibur Multiphysics, Excalibur Smart Mapping, comme Business Development Manager. Et actuellement, le DG de Excalibur Multiphysics, la branche RDC. Parlons maintenant de Excalibur dans un premier temps. Excalibur est pratiquement le leader mondial, le fournisseur mondial de services géophysiques régionaux et détaillés, ultra haute résolution. Excalibur fournit des solutions pour des besoins minéraux, environnementaux, pétroliers et gaziers. Notre expérience est mondiale. Excalibur couvre pratiquement tout le monde entier. On est présent dans tous les continents, avec plus de 100 ans d'expérience accumulée, plus de 50 millions de kilomètres linéaires de production, ça c'est énorme, qu'on se le dise, et plus de 1000 projets réalisés à travers le monde. Pratiquement, on a 103 systèmes d'acquisition géophysique, plus de 400 employés hautement qualifiés et 40 systèmes de plateformes, 40 avions spécialisés pour l'exploration. Et tout ce qu'il y a en rouge, ce sont des pays où nous avons des projets qui sont actifs en ce moment où je parle. Tout ce qui est en noir, c'est pratiquement les zones où nous avons découvert. Donc vous comprendrez qu'on est partout à travers le monde. Bien, les plateformes utilisées par Excalibur, nous avons des hélicoptères et nous avons des avions. Et on choisit entre hélicoptères et avions en fonction, n'est-ce pas, du projet. Et aussi en fonction de la topographie du milieu. C'est-à-dire que si la zone de travail est trop rugueuse, s'il y a trop de montagnes et tout ça, à ce moment-là, on utilise un hélicoptère. Parce que l'hélicoptère, entre deux collines rapprochées, l'hélicoptère peut entrer dans la vallée et peut remonter. Alors que l'avion ne saura pas faire ça. Si l'avion entre dans la vallée, le temps de remonter, il colle et vous avez un accident. Et comme conséquence, il doit passer entre deux collines au-dessus. S'il passe au-dessus, il est plus loin de la source et vous manquez aussi la résolution de ce qui se passe là. Donc bref, nous faisons une étude topographique du milieu avant de décider la plateforme qu'il faut utiliser. Donc, notre technologie, au niveau de Excalibur, cartographie des ressources naturelles avec un impact minimal sur l'environnement. C'est-à-dire que nos avions qu'on utilise ont pratiquement le niveau de bruit qui est inférieur à 50 décimales, ce qui est acceptable dans l'exploration. Et pratiquement, avec notre technologie, nous cartographions les structures générales, les dépôts minéraux, le pétrole, le gaz, les ressources géothermiques, tout comme les eaux souterraines. Dans les différentes phases d'exploration de différents pays, parce que là nous sommes approchés, nous sommes abordés par beaucoup de gouvernements de différents pays, particulièrement l'Afrique. L'Afrique, c'est vraiment réveillé. Tout le monde a maintenant envie de savoir qu'est-ce qu'il a dans son sous-sol. Et les demandes sont vraiment énormes. Et la profite de notre aussi, il y a d'abord l'acquisition de données avec un avion ou un hélicoptère. Nous passons au traitement de données et à l'interprétation de données, plus la gestion de données comme une valeur ajoutée.
Donc, vous comprendrez que les données sont pour nous pratiquement un principal atout et stratégique. Et c'est très important parce qu'avec les données récoltées, nous avons maintenant à produire des cartes géologiques détaillées. Nous arrivons à mettre en évidence des zones potentielles d'intérêt minéral ou pétrolier. Et ça permet, n'est-ce pas, à nos clients, le gouvernement de différents pays ou même des parties privées, de pouvoir passer à la gestion des ressources, tout comme pour attirer des investissements internationaux, et aussi prendre des décisions politiques et stratégiques telles que pilotées par les données disponibles. Parlons maintenant de la géophysique dans l'exploration. Je vous donne d'abord un aperçu général de la géophysique dans l'exploration. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, vous avez une plateforme, c'est-à-dire un avion ou un hélicoptère, ça dépend du cas, comme je l'ai dit, avec des équipements appropriés qui sont calibrés dans l'avion. Et vous avez une concession, c'est-à-dire une licence d'exploration qui va donner soit par votre par les clients. Et maintenant, vous faites le plan de levée et l'avion maintenant vient survoler selon les spécifications de levée, la zone, et vous faites le traitement de données, et maintenant vous dégagez les différentes anomalies dans cette zone-là. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une analyse approfondie des anomalies. Parce que ce sont ces données-là qui peuvent ou ne pas être transformées en un jugement économique. Donc, bref, en quelques mots, c'est ce qui se passe. La géophysique. Parlons maintenant de la géophysique. C'est quoi la géophysique? Dans la géophysique, nous avons deux termes. Il y a le terme géo qui se réfère à la Terre, ça vous le savez, et il y a le terme physique qui est pratiquement le type de phénomènes naturels tenant compte du nom de cause de provoque. Et maintenant, quand nous mettons ensemble géophysique, la géophysique, c'est pratiquement l'application de la physique dans la Terre pour résoudre, pour répondre aux problèmes géologiques par des méthodes physiques quantitatives, et il y en a beaucoup, telles que le magnétisme, la radiométrie, qui est aussi appelée la spectrométrie gamma. Nous avons la méthode électromagnétique, nous avons la gravimétrie, nous avons les méthodes électriques comme le self-potentiel, tout comme le IP, communément appelé la polarisation induite, autrement on l'appelle la tomographie électrique, et nous avons la réflexion et réfraction sismique. Donc bref, toutes ces méthodes physiques, n'est-ce pas, sont appliquées dans la Terre dans le but, n'est-ce pas, de résoudre, de répondre aux problèmes géologiques. Et quels sont les problèmes géologiques? Parce que là où il n'y a pas d'affleurement, ça devient difficile pour la géologie, n'est-ce pas, d'entrer à l'intérieur, d'aller plus loin. Il faut faire appel à une méthode indirecte comme la géophysique pour, n'est-ce pas, arriver à chercher des informations dont on a besoin. Pourquoi la géophysique? Comme je l'ai dit, étant une méthode indirecte, la géophysique permet, n'est-ce pas, de rassembler, de récolter des informations géologiques pour détecter la richesse cachée dans le sous-sol. On ne peut pas envoyer quelqu'un dans le sous-sol, mais on peut envoyer des ondes, n'est-ce pas, dans le sous-sol, les ondes magnétiques, les ondes radiométriques, c'est tout ça, et nous ramener l'information, et on analyse l'information pour savoir de quoi il est question. Donc bref, la géophysique est vraiment importante dans ce sens-là. Donc ça nous permet pratiquement à réunir les informations géologiques dans le but, n'est-ce pas, de détecter la richesse cachée du sous-sol, notamment le pétrole, le gaz, les diamants, l'or, le cuivre, le tin, le zinc, lithium, nickel, cobalt, et tout ça. Parce qu'il y en a beaucoup. À travers, bien sûr, la prospection. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La transformation de toutes ces matières premières, maintenant, vont permettre l'avancement de la technologie pour l'amélioration du bien-être de la population. Donc, c'est pour dire qu'indirectement, la géophysique contribue aussi dans l'avancement de la technologie à travers le monde. Donc, c'est une science importante. Où se fait la géophysique? Comment se fait la géophysique?
Et quand se fait la géophysique? La géophysique se fait beaucoup plus aéroportée, bien sûr, dans l'air, et la géophysique également se fait sur le sol, pourquoi dans le mille. Et la géophysique est pratiquement caractérisée par le contraste de propriétés physiques entre une roche, entre l'encaissant, disons, et la cible. Et quand est-ce qu'on fait la géophysique? Généralement, lorsqu'il n'y a pas d'affleurement géologique dans une zone. Aux zones rurales, très important, on va appeler l'assistant technique à la direction générale de l'ONCER. Il va nous expliquer comment l'accès équilibre entre l'accès équitable à l'énergie, stratégie de déploiement de services énergétiques dans les zones rurales. Mesdames, messieurs, voici pour vous, monsieur Jacques Kabegele, ingénieur. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Hidalgo. Bonjour monsieur Christian. Je tiens à remercier la faculté des pétroles et gaz et énergies renouvelables pour l'opportunité qu'elle donne encore à nouveau entière de venir ici, et particulièrement au corps scientifique, dont je suis membre de la faculté voisine en face. Donc je suis ingénieur civil électricien et je suis aussi assistant à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, où j'assure les travaux pratiques du cours des centrales des réseaux électriques ainsi que des mesures d'instrumentation. Donc ici, je viens sous ma casquette d'assistant technique à la direction générale des lancières. Les thèmes qui nous ont été proposés à développer, c'est l'accès équitable à l'énergie, stratégie de déploiement des services énergétiques dans les zones rurales et projets pétroliers en RDC. J'ai particulièrement beaucoup aimé les thèmes parce qu'on nous parle souvent des nexus mine-énergie, alors qu'il y a une fenêtre avec les nexus pétrole-énergie aussi. Donc, d'entrée des jeux, je vous présente mon plan. Je ne vais pas qu'on s'éparpille. Donc, je vais d'abord commencer par parler d'accès équitable à l'énergie. Et on va avoir un versus là. Accès à l'énergie versus accès à l'électricité. Très souvent, on pense qu'accès à l'énergie, c'est accès à l'électricité. Ce n'est pas toujours le cas. L'électricité, c'est une forme d'énergie particulière, alors que l'énergie, c'est même pour marcher, vous avez besoin d'énergie, pas forcément l'énergie électrique. Ah, désolé. Ensuite, je vais parler des nexus pétrole-énergie. Pourquoi j'ai dit hydrocarbures? Je suis en face en grande partie des ingénieurs des gaz et des pétroles. Ils savent que les hydrocarbures, c'est ça les gaz et les pétroles en réalité. Alors, je parlerai des pétroles comme énergie primaire et des projets pétroliers comme levier de l'accès à l'énergie. En dernier lieu, je vais aborder la question des services énergétiques en zone rurale et la soutenabilité des projets. Alors, le premier point, donc, c'est l'accès équitable à l'énergie. Alors, d'où est venue la question de vouloir avoir accès à l'énergie? Ça vient, d'abord, en RDC, c'est un droit constitutionnel, d'avoir accès à l'électricité et à l'eau potable. C'est comme ça que je dis d'entrer des jeux énergie versus électricité, parce que vous voyez, notre constitution parle d'électricité et à l'eau potable, alors que ce n'est pas les seules formes d'énergie dont les gens ont besoin. Si vous regardez bien dans la littérature, on dit souvent que la forme d'énergie la plus prisée, c'est l'énergie mécanique. Pour marcher, c'est l'énergie mécanique. Pour faire tourner des moteurs, c'est l'énergie mécanique. Et puis en deuxième lieu vient l'énergie thermique ou calorifique pour certains par extension. Mais vous vous rendez compte que l'énergie électrique en elle-même, ce n'est pas quelque chose c'est une transition en réalité. On passe par l'énergie électrique pour avoir d'autres formes d'énergie en réalité. Notre constitution a consacré ça, et l'ONU est venu cristalliser ça avec les ODD, les objectifs de développement durable. Et pour l'ONU, c'est qu'il faut garantir à tous l'accès à des services énergétiques fiables, durables, modernes et à un coût abordable. Et vous avez là l'objectif 2030. L'objectif 30 vous dit qu'on avait 685 millions d'individus qui n'avaient pas accès à l'énergie jusqu'en 2020, ça n'a pas beaucoup bougé, parce que si vous lisez encore dans la littérature, les capitaux en termes d'investissement dans le secteur de l'énergie n'ont pas suivi la croissance démographique. Donc on a eu plus de gens qui sont venus et moins de gens qui ont eu accès à l'énergie. Donc les défis restent encore là.
Et comme je vous le disais, on a encore une autre forme d'énergie, on a beaucoup plus besoin, c'est les chauds, donc les thermiques, et souvent avec la cuisson en zone rurale. Et on vous informe que plus de 4 millions de personnes n'avaient pas accès à ça. Et beaucoup sont morts des maladies dues au fait qu'ils ont été exposés à tout ce qui n'était pas propre. Et 60% d'entre ces personnes-là, c'était des jeunes filles et des femmes. Alors, on se pose une question, c'est un droit, mais pourquoi on ne l'a pas? C'est clair que l'Ikin, ça reste un des rares sites à Kinshasa où l'énergie est stable. Mais pourquoi on ne l'a pas? Regardez la situation générale de la RDC. Vous avez mis plein de rapports, la Banque mondiale va vous dire on est à 19%, certains 20%. Je travaille pour une agence gouvernementale, les données dont nous sommes en possession, on est à moins de 10%. Ça signifie que si on est à 100 millions, c'est moins de 10 millions de personnes qui ont accès à l'énergie. Et ça reste encore accès. S'il faut dire juste où c'est fiable, je pense que les chiffres vont drastiquement baisser. Et dans les zones rurales, c'est encore plus grave. Là-bas, c'est moins de 2%. Alors, quand vous regardez la géographie de la RDC, vous vous rendez compte que les zones rurales couvrent à elles seules plus de 80% du territoire national. Donc, ça vous dit les défis derrière, les gaps qu'il y a à combler. Et ça vient automatiquement, c'est des disparités. Je vous donne un cas simple. Lorsque vous êtes à Kin, ici, Léba, Bandal, Gombe, vous pensez qu'il y a de l'électricité. Dès que vous dépassez Maloukou, vous êtes toujours à Kin. Mais ça ne va pas. Donc dans la périphérie de Kin, ça ne va pas. Et Kin est dans un contexte particulier. On a des zones rurales en plein centre-ville. Je vous donne un cas simple. Vous êtes en face de l'IFASIC. Il y a une concession de l'ONATRA. C'est un bidonville. Mais c'est le type parfait d'une zone rurale. Donc certains diraient semi-rural, mais c'est le type parfait. Donc Kinshasa en elle-même, on ne peut même plus dire si c'est une ville urbaine. Il y a à la fois des parties qui sont rurales, des parties qui sont semi-rurales, donc c'est compliqué. Et puis vous avez le contexte international, c'est-à-dire que la RDC c'est le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc les défis et les tailles, et la bonne nouvelle c'est que les ingénieurs ils sont formés. C'est vrai que nous sommes trop peu par rapport aux défis qu'il y a, on va s'en sortir. Alors, là je vais vous parler du Nexus hydrocarbures énergie. Mais pourquoi je parle du Nexus hydrocarbures énergie? Je parle d'empreinte carbone au même moment. En fait, vous remarquez qu'on a un déficit d'accès à l'énergie, plus criant dans les zones rurales. Mais les politiques publiques en termes de financement, l'argent ne suit pas. Souvent, les grands bailleurs de l'électrification dans les pays d'Afrique subsaharienne, dans nos pays en voie de développement, ce sont les bailleurs des fonds, Banque mondiale, Union européenne, FMI, quand il faut leur faciliter l'argent. Vous vous rendez compte que ces gens-là, ils ne vous donnent pas l'argent sans dire qu'ils ne veulent pas atteindre un ODD. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner ça un cas pratique. On est à Mwanda. À Mwanda, il n'y a pas d'électricité. La Banque mondiale hésite à financer un projet d'électrification avec les gaz torchés de Berenco parce qu'elle estime que dans sa politique d'empreinte carbone, ils ne peuvent pas pousser les gens à rester sur du gaz thermique pour produire de l'électricité. Ils ont l'argent. Donc, ils nous préfèrent une centrale solaire, une plus faible capacité, quitte à respecter leurs contraintes environnementales. Donc, l'ingénieur d'aujourd'hui, à part les calculs techniques et économiques, on vient de nous ajouter une nouvelle contrainte. L'équation devient encore plus complexe. Il y a le côté environnemental sur lequel il faut regarder. Alors, il y a une définition ici, les combustibles. Pourquoi j'ai mis carburant entre parenthèses? Parce qu'en fait, dans les commerces des mortels, quand on dit combustible, c'est un carburant, quelque chose qui peut brûler déjà carburant. Donc quand vous êtes dans le riz de Kin, si tu dis à quelqu'un les gens sont combustibles, il va te dire on a carburant. Donc s'il y a quelqu'un qui n'est pas initié qui est dans la salle, on se comprend aussi. Mais vous qui êtes étudiant scientifique, vous savez la rigueur derrière. Alors, on a toujours dit au Congo à utiliser
des combustibles fossiles. Donc si vous regardez dans la littérature la part du bois énergie, dans la production pour nos ménages, c'est de plus de 90%. Donc vous avez là une fenêtre de voir dans quelle mesure on peut avoir du charbon vert. Parce qu'en fait, les charbons, ça reste l'élément de base de la cuisson dans les zones rurales, et les charbons, vous savez, c'est du carbone, c'est du combustible fossile. Alors, la tendance, c'est d'aller développer tout ce qui est alternatif. La famille des biocarburants, vous avez le bioéthanol, le biodiesel, le biogaz. Et puis, depuis un temps, il y a aussi le GPL qui est en train de venir à petit feu. Alors, quelles sont les applications qu'on trouve du pétrole comme énergie primaire? En fait, comme il y a les ODD qui nous deviennent une contrainte pour qu'on lève les fonds dans l'électrification rurale, nous, on est obligé d'utiliser le pétrole les moins polluants. C'est ça en fait les défis. Les pétroles les moins polluants. Quitte à trouver s'il y a des formules pour arriver à des produits synthétiques, trouver des alternatives, mais ça doit être les pétroles les moins polluants. Et les pétroles les moins polluants, je vais vous faire dire, en Ouganda, ils ont un projet où, dans les villages, on a remplacé tout ce qui est pilote, qui était motorisé par les diesels, par des biocarburants. Pilote, vélo. Et quand vous venez avec un projet comme ça, c'est par exemple. Merci beaucoup, cher modérateur. Pour la journée, je crois que c'est la deuxième fois que je vais prendre parole, mais maintenant, je vais vous faire une présentation sur quelque chose d'extraordinaire. Et le titre serait la création d'un fonds des hydrocarbures en RDC. Est-ce qu'on peut l'appeler un fonds souverain? Et pourquoi j'ai ajouté les mots, vous allez comprendre vous-même de quoi il s'agit. Bon, je vous parlerai dans une introduction, pourquoi on est scandale en ressources, et pourquoi l'exploration, là je vais m'adresser à mon collègue qui est à côté, et voir maintenant la nécessité de création d'un fonds d'hydrocarbures, c'est-à-dire l'argent qui va nous permettre à continuer à explorer, et je pourrais arriver à une conclusion. Bon, comme vous le savez, mes chers amis, personne ne vous trompe. La RDC a un sol et sous-sol qui regorge d'énormes ressources, bien potentialités pétrolières, électriques, mais qui sont réparties illégalement sur ces territoires. Et ces potentialités ne peuvent pas être considérées comme richesse. Parfois, je montre des gens, j'entends un gouverneur qui dit « Moi, j'ai la province plus riche que l'autre », alors qu'il ne connaît pas ce qui est réellement dans les sous-sols. Donc, la longue et coûteuse période de prospection, d'exploration, c'est ce qui constitue l'entrée à la richesse. Il faut connaître ce que vous avez dans les sous-sols. Et c'est à ce moment-là, après Iscalibur, il trouve les indices à ce moment-là, faites un forage, vous trouvez soit un puits de pétrole ou bien de minerais. Alors, nous sommes scandale des ressources, scandale géologique ou malédiction. Parce qu'il existe un contraste séduisant entre la pauvreté évidente, parce qu'on a remarqué même du point de vue accès à l'électricité de nos populations dans les milieux ruraux, et les ressources naturelles, il y a quand même une grande différence par rapport à ça. Donc, c'est le même, ce que nous appelons richesse ou bien potentialité, constitue aussi la cause des conflits avec le pays voisin. Ça, vous le connaissez très bien. Et conflits armés, conflits de terre ou toute autre violence. Donc, chers amis, le défi pour la RDC est de transformer cette malédiction-là dont nous parlons en richesse, donc ressources minérales. Alors, scandale, potentialité minière,
je ne peux rien vous dire. Presque tous les tableaux de Mendeleïev se retrouvent en RDC, que ce soit les minéraux critiques, l'oxygène on l'a, tout le monde l'a, mais tout le monde n'a pas le cobalt, tout le monde n'a pas l'uranium. Potentialité en hydroélectricité, notre frère l'a dit, Inga, très grand. Nous avons du pétrole, du gaz, du charbon. Potentialité énergétique, des gisements colossaux comme Inga, vous l'avez, je l'ai dit tout à l'heure, et des énergies renouvelables. On nous a parlé des solaires à l'entrée, biomasse, cette forêt, géothermie à l'est, hein, et puis l'éolien, on a assez de vent pour les installer. Donc, il faut se dire que la RDC est une puissance minière, pétrolière et énergétique. Mais les défis institutionnels, financiers et sécuritaires sont nombreux à surmonter. Alors, pour ce qui concerne des ressources, vous vous souviendrez vous-même, nous possédons des réserves importantes en pétrole, plusieurs milliards de barils, on le dit à l'Est. Le problème, c'est la concrétisation. Parfois, nous donnons les chiffres, c'est avoir les chiffres réels par des travaux. On parle, bon, vous savez, nous avons la production de Moanda avec Perenco, son robinet qui est toujours à 20 000 barils et concentré sur le bassin côtier, pour lesquels on a un contrat avec Sud Calibur pour retrouver encore d'autres potentialités dans la zone. Ça, c'est à l'est. Nous avons au moins 6,4. Vous voyez que ce sont des chiffres qu'on nous donne, des chiffres 6,4 dans la cuvette centrale. N'oubliez pas que nous avons aussi les blocs albertines qui se trouvent à côté et similaires à celui d'Ouganda. Au moment où nous parlons, l'Ouganda est en train d'installer ses pipelines pour installer les gisements, mais nous regardons. Et il y a aussi les lacs Kivu avec 55 milliards de mètres cubes. Au moment où nous sommes en guerre, c'est le Rwanda qui exploite intensivement les gaz du lac Kivu et il aimerait d'abord, il fait d'abord soutien à cette balkanisation. Pourquoi? Parce que le lac Kivu lui appartient à Bertenda. Tout ça, il faut retenir. Alors, contexte géopolitique, l'énergie et les minéraux, c'est le nerf de la guerre moderne actuellement. Vous savez, derrière chaque guerre ou chaque crise géopolitique ou chaque tension régionale, il y a presque toujours une question énergétique. Regardez la guerre en Ukraine, tout le monde ne comprenait pas. On a compris c'est la guerre des minéraux, la guerre à l'est de notre pays, c'est la guerre des minéraux. Mais avant, on ne savait pas, maintenant tout le monde est au courant. Bon, il y a beaucoup de conflits par rapport à l'énergie ou soit. Donc, comme vous le savez, il faut continuer, quel que soit l'Ouganda, j'ai parlé du Rwanda, mais nous ne devons pas croiser les bras, nous devons découvrir les nouvelles mines et nouveaux puits de pétrole et transformer ces ressources minières en richesse. Pour ce qui concerne, pourquoi créer un fonds? Vous savez, nous avons suivi ici l'exploration des avions qui doivent s'évoler. Si on demande aux étudiants en géologie ou bien les ingénieurs en pétrole, faites la marche des indices en circulant même bandane, tout simplement, c'est fatigant. Alors qu'en avion, on vous a montré que les sols coûtent beaucoup plus cher qu'en aviation parce que l'avion passe en une fois et vous donne des indices. Donc, mais cet avion-là, il faut de l'argent. Donc, il faut avoir des données. Dernièrement, nous avons eu des blocs. Les blocs pétroliers, il y en a 52 maintenant. Mais les informations sont encore beaucoup plus anciennes. Nous avons des informations datant de 1952, je crois que tout le monde n'était pas né dans la salle. Donc, c'est ainsi qu'on est en train de réfléchir. Il faut créer un fonds
comme on a créé dans le secteur minier un fonds minier pour les générations futures. C'est-à-dire, quand on dit un fonds des hydrocarbures pour les générations futures, ce n'est pas l'argent qu'on doit garder à votre génération future, c'est pour payer, financer l'exploration des zones, les zones non informées. C'est pourquoi Excalibur s'intéresse, on a d'ailleurs signé un MOU et qui court encore avec le ministère des hydrocarbures. Alors, ces fonds-là peuvent jouer un rôle crucial dans la participation active à l'exploration pétrolière ou gazière, et tout en soutenant aussi l'exploration et la gestion des ressources dans les cadres légaux. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ces fonds-là? Comment on peut les faire? Donc, partir d'un fonds à l'exploration. Alors, la première chose qu'il faut faire, il faut investir dans les infrastructures. Ici, qu'est-ce que je vois? Il faut financer la recherche géologique et surtout la sismique, financer les infrastructures d'exploration, les puits de pétrole, une partie du fonds. Alors, il faut un renforcement de la capacité nationale et des compétences, parce qu'il faut former les étudiants qui sont comme vous, spécialistes dans ces domaines, développer aussi des partenariats avec des entreprises internationales comme Excalibur, parce que comme les autres qui se sont présentés, financement de la part de l'État dans des projets d'exploration, prendre des participations directes dans un projet, c'est-à-dire qu'avec l'argent des fonds d'hydrocarbures, on fait l'exploration ensemble, on trouve un gisement et on l'exploite ensemble. Ou félicitations de co-entreprises. Ou bien les activités des investissements étrangers. Donc la RDC peut utiliser les fonds d'hydrocarbures pour améliorer l'attractivité en tant que destination, parce que si vous avez des informations dans le bloc pétrolier, des informations récentes, vous allez attirer les gens qui sont intéressés, ils viendront, au lieu de venir sur l'espace vide et croire que Dieu va m'aider en installant un forage à tel endroit, je vais trouver du pétrole. Investir aussi dans la diversification économique parallèle, c'est par exemple diversification d'investissement, accompagner l'agriculture, l'enseignement et d'autres, et surtout stocker une partie des revenus pétroliers pour les générations futures. C'est lorsqu'on a un peu plus qu'on peut dire qu'on va garder pour les générations futures. Voici quelques étapes. Alors, il faut d'abord définir les objectifs, parce que comme c'est un fonds que nous voulons créer, que nous proposons la création de ces fonds, stabilisation économique, investissement à long terme et constitution des réserves stratégiques. Il faut penser au cadre juridique et institutionnel. Est-ce qu'on va les créer par décret ou bien il faut une loi? Et il faut aussi identifier les ressources de financement dans le cadre de l'exploitation. Il faut prendre du côté de l'État qui est bénéficiaire ou bien prendre du côté de l'investisseur. Il faut voir les droits d'exploitation, royalties, ou certaines taxes ou les dépenses où on peut prendre une petite quantité pour faire les fonds. Ou établir des mécanismes maintenant de gestion, la répartition des fonds. Dès qu'on a l'argent, il faut d'avance savoir qu'un pourcentage sera pour l'exploitation et l'autre pour les investissements, et ainsi de suite. Assurer aussi la transparence et la redevabilité avec la participation des sociétés civiles. C'est ce qui nous manque ici. On laisse un fonds et la personne qui gère le fonds, et il ne dit pas ce qui se passe. C'est l'obscurité, c'est ce qui énerve parfois. Donc, la création de ces fonds va impliquer nécessairement la révision du code des hydrocarbures pour
comme garantie légale. Alors, est-ce qu'il s'agit-il d'un fonds souverain? Vous avez suivi dernièrement, lors de la 46e Conseil du ministre, c'est-à-dire la semaine passée, tenu le 6 juin, le gouvernement a annoncé la création d'un fonds souverain. Vous voyez, nous avons un fonds minier, un fonds forestier, nous voulons créer un fonds des hydrocarbures, mais maintenant, le gouvernement, à son tour, veut créer un fonds souverain visant à transformer tout ce que nous avons comme matière naturelle, tout ce qui est comme les mines, les produits miniers, secourir tout ce que nous avons comme énergie, de manière que la population puisse en profiter. Mais le problème, c'est que j'ai vu dans ces fonds souverains, il y a les fonds miniers, il va y être dedans. Alors maintenant, lorsque nous allons créer les fonds forestiers, est-ce qu'il ne va pas être reconduit directement dans les fonds souverains? Là, ce sont des questions que nous devons nous poser, ce sont des bonnes réflexions que nous devons nous faire. Ou bien, les fonds forestiers, est-ce qu'une partie des fonds forestiers sera mis dans les fonds souverains? Pourquoi? Parce que dans l'ensemble, c'est sur les ressources naturelles. Donc, là, c'est une question, je crois qu'à notre niveau, nous allons réfléchir par rapport à ça. S'il faut dire en conclusion, le continent, vous savez, la RDC n'est pas explorée, il nous a dit, il nous a montré la bande sud qui va être explorée jusqu'à l'ouest, mais regardez toute la Kivette et le nord, et reste encore inconnu, mais les fonds des hydrocarbures pourra bien nous aider à découvrir réellement ce qui se trouve dans des parties non explorées, et puis soutenir aussi les compétences locales dans votre formation des gens et attirer beaucoup plus les investissements étrangers. Donc, les fonds offriraient une gestion stable et durable des ressources naturelles pour garantir les bénéfices de l'exploitation pétrolière et minière. Et je vous remercie. Maximum d'applaudissements pour notre auteur, le professeur Kampata Delon. Alors, comme je l'avais dit à l'entame, la faculté de pétrole, gaz, énergie renouvelable de l'Université de Kinshasa se fait par l'UDEL. Vous avez donc suivi les différentes interventions de professeur Dona Kampata, également du directeur général de Excalibur en RDC, le représentant de Goshop et de Lancer. Vous avez donc compris qu'on ne peut pas parler de l'énergie sans parler de cette faculté et que désormais nous devons compter sur l'expertise locale pour faire décoller les secteurs énergétiques de la RDC. On va se retrouver prochainement avec des informations, avec des nouvelles. Alors si vous voulez nous contacter, appelez-nous via le numéro qui est là. Focus Hydrocarbures, les temples de l'énergie, c'est nous. Au revoir.